Normalement, là, ça va partir. Donc, normalement, le direct est lancé. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour cette deuxième conférence débat organisée par les élus en commun. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir cinq intervenants. Pour moi, il y en a quatre. La cinquième nous rejoindra très prochainement. Donc, nous avons aujourd'hui Claude Michel, qui est président de l'association LAPFA, qui a accepté justement de pouvoir être présent avec nous. Donc, qui nous racontera un peu les missions de son association, qui s'appelle l'Association des pays de France et de l'Aunois, donc l'APFA, qui est une association qui a été créée en 1974 par Robert Ballanger et Claude Michel, qui a pour mission l'accueil et l'insertion socio-professionnelle de personnes en situation de handicap, donc ils sont encadrés par plusieurs professionnels dans leur quotidien là-dessus. On a Magali Thibault, qui est vice-présidente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en charge des personnes handicapées, des personnes âgées. Donc, elle nous expliquera tout au long de la soirée l'ensemble des actions publiques qui sont menées par le département et les différents projets pour un meilleur accueil et un suivi des personnes en situation de handicap. Nous avons également Rama, qui est accompagné de son acolyte Maimouna, qui est président de l'association Cap Handy Kids, qui est une association qui accompagne les familles, notamment dans leur démarche au quotidien, notamment les enfants qui ont un autisme, qui ont autisme, et un certain nombre de démarches administratives, parce que comme vous le savez tous et toutes, lorsque on est confronté à un handicap, donc c'est un parcours de long combattant pour essayer de pouvoir avoir un maximum d'accompagnement, de suivi et de prise en charge comme il se doit. Nous avons également Tariq Arabat, qui est un sportif de haut niveau. Il a eu plusieurs distinctions. La dernière en date est il a gagné le championnat du monde d'haltérophilie à Manchester et il est médaillé de bronze au championnat d'Europe. Et nous aurons également Maud Raynaud, qui est la co-directrice de l'association Comme les autres. C'est une association qui accompagne les personnes qui ont eu de très grands accidents et qui sont paralysés en chaise roulante principalement, et qui essaient justement de leur donner une seconde vie à travers des mesures qui sont assez originales, avec des sensations qui sont fortes. Et donc, ça leur permet justement de retrouver un peu de nouvelles sensations et s'insérer du mieux qu'ils peuvent justement sur cette question-là. Quand on parle de handicap, c'est une question qui est très complexe, très large. Il faut savoir qu'on a en France 12 millions de personnes qui sont touchées par un handicap, 1,5 million sont atteintes d'une déficience visuelle, 850 000 personnes ont une mobilité réduite. Nous avons, lorsqu'on parle aussi de handicap, on pense souvent à l'adaptation notamment dans le travail. Donc, ça concerne 2,7 millions aujourd'hui de Français et de Françaises qui ont entre 15 et 64 ans et qui sont bénéficiaires d'une reconnaissance administrative ou d'une perte d'autonomie. Nous avons 350 000 enfants ou adolescents qui sont en situation de handicap scolarisés, dont 279 000 sont en milieu ordinaire. Donc, c'est un chiffre qui est assez conséquent et qui demande à ce qu'on ait une préoccupation du quotidien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on classifie les différents types de handicap en 5 grandes catégories. Le handicap moteur, le handicap sensoriel, qui fait allusion au visuel et à l'auditif. Nous avons le handicap psychique, les pathologies perturbant la personnalité, le handicap mental, hein, les déficiences intellectuelles, et enfin les maladies invalidantes. Donc tout cela justement regroupe différents types de handicap et les différentes structures, institutions sont censées justement essayer de faire une prise en charge qui permette de faire en sorte que toutes ces personnes-là, qui sont souvent en marge de la société et qui éprouvent des difficultés supplémentaires à pouvoir vivre normalement, puissent être prises en charge. Donc voilà, je voulais poser ce parlement pour qu'on puisse les uns et les autres discuter avec nos invités sur ces différents sujets.
Donc, on peut commencer là-dessus, si vous le voulez bien, avec Claude Michel, qui nous expliquera un peu comment, avec son association, ils font, pour reprendre le titre du sujet de ce soir, comment agir en faveur de l'inclusion à Aulnay, en Seine-Saint-Denis et au niveau national. Donc, Claude Michel, tu as la parole. Comment, avec son association, ils font, pour reprendre le titre du sujet de ce soir, comment agir en faveur de l'inclusion à Aulnay, en Seine-Saint-Denis et au niveau national. Alors, nous agissons en Seine-Saint-Denis. Avant, nous agissions à Aulnay, mais dans le fil du temps, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'association a été créée en 1974, le Aulnay ne fait plus partie directement de l'APFA. Ce sont des structures qui relèvent du département, de l'ARS et plus précisément du CAPFA, le syndicat de communes qui comprend Aulnay, Sevran, Villepinte, Le Blanc-Mesnil et Tremblay en France. Donc nous avons deux établissements d'aide par le travail, c'est les anciens CAT, Centres d'aide par le travail, devenus maintenant des ESAT, et nous avons deux établissements qui sont des foyers d'hébergement. Il s'agit essentiellement de travailleurs ayant un handicap mental. Il y a quelques autres handicaps associés, mais c'est surtout du handicap mental. L'objet est de fournir du travail adapté, d'essayer de les orienter vers une réinsertion dans le milieu de travail normal. Alors, comme effectif, on a un ESAT à Villepinte où il y a 130 travailleurs handicapés qui viennent d'ailleurs qui viennent de plusieurs villes du département. Et on a à Blanc-Mesnil un deuxième ESAT où il y a 110 travailleurs handicapés. Pour ce qui concerne les ESAT, ils travaillent dans le domaine du cartonnage, du conditionnement, depuis peu beaucoup dans la blanchisserie, et on fait de l'entretien d'espaces verts en essayant par l'encadrement de donner la meilleure qualification, la meilleure production technique. On a aussi des équipes qui sont plus ou moins intégrées dans le milieu, disons, normal, si on peut dire, ce n'est pas un terme excellent, mais par exemple, nous avons une équipe qui travaille dans les laboratoires Gerbet, une équipe qui travaille pour Rang Xerox, etc. etc. Dans les foyers à Sevran, nous avons 45 travailleurs handicapés et à Villepinte, 17 travailleurs handicapés et une vingtaine d'entre eux peuvent vivre dans des appartements, dans ce que nous appelons l'habitat diffus, c'est-à-dire dans des HLM très souvent, où ils bénéficient d'un suivi par des éducateurs. On a aussi une dernière structure qu'on appelle la SAS, qui est implantée à Villepinte et qui a, la SAS, elle a 25 usagers. Il s'agit de handicapés qu'on essaie de voir, pour lesquels on essaie de voir à l'occasion d'un stage plus ou moins long s'ils peuvent s'intégrer dans les ESAT ou s'ils doivent aller vers des foyers de vie. Voilà à peu près la structure. Et l'encadrement, c'est environ une centaine de personnels d'ordre divers. La difficulté essentielle, c'est que les familles dont ces travailleurs proviennent sont elles-mêmes très souvent en difficulté. Il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de revenus, il y a des problèmes de conditions de logement, de rapport à l'intérieur des familles. Beaucoup de familles qui sont disparues et les tuteurs font ce qu'ils peuvent, mais ils s'intéressent surtout à la gestion administrative, pas tellement à la vie des travailleurs handicapés. Et donc le Covid, pour en venir à des problèmes d'actualité, a touché de plein fouet, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup moins de commandes, beaucoup moins d'activités. Alors les revenus des travailleurs handicapés qui sont en partie garantis par l'État ont été conservés, mais les conditions de travail se sont dégradées, on a eu des absences.
heureusement, on n'a pas été trop touché par des malades, disons. Il n'y a pas eu de cluster important dans nos établissements. Voilà en gros le cadre. Et du coup, Claude, moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu vas me dire à l'instant. Comment ça se matérialise concrètement l'impact du Covid sur vos missions du quotidien et sur les personnes en situation de handicap? Alors d'abord, il y a eu quelques malades. Et est-ce que les structures sont pérennes? Les Alors, je emplois, pense pardon. Les emplois. les emplois, oui, parce que c'est financé par le département pour ce qui concerne le foyer et il y a des budgets avec une garantie de ressources qui résultent des lois nombreuses, récentes, importantes qui ont été prises sur le handicap en 2002, en 2005, qui garantit un minimum de ressources aux travailleurs handicapés. Mais c'est un minimum qui est vraiment minimum faible. Et donc, par exemple, le dernier conseil d'administration que nous avons eu, on a débattu de la prime qu'on donne d'habitude en fin d'année et vu l'impact sur le chiffre d'affaires du Covid qui a ralenti évidemment les commandes, les hôtels étaient fermés, la blanchisserie ne pouvait pas travailler autant qu'elle le faisait auparavant, les primes vont être relativement réduites, par exemple. Donc l'impact, c'est celui-là. Le confinement a été très dur à vivre pour ceux qui rentraient dans les familles à cause des conditions de vie dans les quartiers de nos villes, des appartements exigus, trop de monde dans le même appartement. Et les résultats économiques ont été plus difficiles. La restauration a été difficile à organiser. On a dû créer, mettre des plexiglas, envisager pour garantir les gestes barrières. Et donc, voilà l'impact essentiel qu'a eu le Covid. D'accord. Merci, Claude. Bah, pendant qu'on parle du conseil départemental, on va rester sur ce côté-là. Donc, Magali, peux-tu nous indiquer un peu ce que fait le département sur ces questions-là, les politiques publiques qui sont menées, et toi qui as la charge de ces questions-là, donc quelle a été ton action durant ces 6 dernières années et comment tu as été amené avec tes services à recentrer les différentes actions et à essayer de répondre au mieux avec les habitants durant cette période de confinement, tant sur le premier que sur le second. Merci Youssouf, bonsoir à toutes et tous et merci pour cette proposition d'échange à l'occasion de la journée du 3 décembre, donc journée internationale des personnes handicapées. Je me permets de saluer Monsieur Michel, que voilà, je connais pareil. Oui, des salutations également. Et heureux de vous voir là. De même. Alors, que fait le département en matière à destination des personnes handicapées? Donc, vous dire que, et je vais essayer d'être succincte pour garder du temps de questions-réponses. Donc, le département, en tant que chef de file de l'action sociale, a effectivement une grosse action à destination des personnes en situation de handicap. Donc, moi, je m'occupe de la partie autonomie, donc personnes en situation de handicap et personnes âgées. À ce titre, du coup, on a notamment en charge de pouvoir ouvrir certains droits, la prestation de compensation du handicap notamment, et de pouvoir créer des places et des solutions, donc des établissements et services médico-sociaux dans le champ adulte, hein, puisque dans le secteur du handicap, et c'est pas forcément très très simple des fois à comprendre, c'est que pas mal de choses sont compartimentées, notamment les financements, et que c'est l'État à travers l'ARS qui va financer notamment et créer des places pour les établissements pour les enfants, les IME, ça c'est quelque chose qu'on connaît pas mal. Et donc le département, nous on intervient, notre compétence, on intervient sur une partie des établissements et services pour personnes adultes. Le département, il a aussi en charge la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Voilà, je sais que ça vous parle. Faut savoir que voilà, c'est une MDPH importante par rapport au reste de la France. On a à peu près 145 000 personnes aujourd'hui qui ont un droit ouvert à la maison départementale du handicap. Ça veut dire qu'on peut se dire qu'à minima, on a 145 000 personnes qui sont aujourd'hui reconnues en situation de handicap dans notre département. Ça veut dire aussi que c'est largement, je dirais, sous-dimensionné. On sait qu'il y a certainement pas mal de gens on sait qu'on a un problème d'accès aux droits et qui ne sont pas forcément encore reconnus en situation de handicap, mais on connaît en tout cas le minimum.
Donc, à la maison départementale du handicap, on va accueillir toutes les demandes de compensation du handicap, instruire le dossier, évaluer les droits et donc pouvoir après notifier les droits, donc les allocations financières, les orientations dans les services, les établissements, la question par exemple du droit à une AVS individuelle mutualisée, notamment. Voilà, donc ça, c'est le rôle effectivement de la MDPH. Après, on n'est pas forcément en charge de l'application de ce droit. Après, c'est sur les AVS, c'est l'éducation nationale, notamment. Mais je pourrais revenir dessus pour vous préciser. En termes d'orientation et de politique publique, aujourd'hui, le département, on se positionne pour transformer un petit peu la vision qu'on a du handicap. On est aujourd'hui dans un débat qui s'appelle l'inclusion des personnes en situation de handicap et de construire un territoire assez inclusif. En premier lieu, en permettant au maximum de respecter le choix de vie des personnes. Et donc, bien évidemment qu'on crée des places en établissement et dans les services, mais on développe aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat accompagné ou l'habitat inclusif, c'est-à-dire des logements en milieu ordinaire où les gens ils vont pouvoir cohabiter et ils vont pouvoir bénéficier, par exemple, d'un service d'aide à domicile qui va pouvoir les accompagner, mais qui leur permet aussi de pouvoir vivre en autonomie. On a ce soir un sportif qui est présent avec nous. Ce qui nous importe aussi, c'est de pouvoir développer, et c'est un des facteurs clés de la loi de 2005, hein, l'accès à la vie sociale et à la citoyenneté, c'est de pouvoir aussi faciliter l'accès à la pratique sportive, à la pratique culturelle des personnes en situation de handicap. Et donc, tous les ans, on publie des appels à projets à destination des associations du département pour permettre la pratique sportive. On a des associations de sport adapté et de handisport notamment. Et donc là, on est aussi dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Et donc, en Seine-Saint-Denis, on travaille sur l'héritage à destination des personnes handicapées. Et en 2023, on va pouvoir créer un équipement sportif qui s'appelle le pôle de référence inclusif et sportif, qui sera le premier en Europe, ça n'existe pas ailleurs. Ce sera un équipement sportif réalisé en conception universelle, donc qui sera accessible et facilitera la pratique sportive à tout type de handicap. On parle beaucoup de handisport, on parle des fois moins du sport adapté, donc des personnes avec une déficience intellectuelle, avec des gamins atteints du trouble du spectre autistique. Ce sera un équipement sportif qui sera conçu pour répondre aux besoins et aux usages de toutes les personnes en situation de handicap. Mais ça serait aussi un lieu de pratique sportive partagée où des personnes valides et en situation de handicap pourront aussi faire du sport ensemble avec un espace de balnéo et de piscine, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà un petit peu les grandes orientations, et puis aussi notre rôle et notre responsabilité, et je sais parce que moi je suis souvent interpellée dessus, c'est au niveau de la MDPH de travailler sur réduire les délais de dossiers de traitement. Voilà. On s'est amélioré sur les 5 dernières années, mais on a encore un gros travail à faire. Donc c'est vraiment la priorité au niveau du département de pouvoir assurer une réponse de premier niveau téléphonique et en accueillant les personnes de meilleure qualité, mais également de réduire nos délais de traitement, puisque Youssouf le rappelait, voilà, quand on a un enfant en situation de handicap, quand on est aidant nous-mêmes, c'est des fois très compliqué de se retrouver dans l'ensemble des dossiers, des droits, des demandes administratives, et on sait aussi qu'on a un déficit de solutions dans le département, donc on met tout ce qu'il faut pour rattraper ce déficit, mais ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte aussi que les personnes en situation de handicap trouvent toute leur place aujourd'hui dans notre société et dans notre département de la Seine-Saint-Denis. Merci Magali pour cette intro. Donc on reviendra tout à l'heure dans le cours de la discussion, notamment sur différentes spécificités que tu as développées tout à l'heure là-dessus. Et j'aimerais bien entendre Rafik, avant de passer la parole tout à l'heure à Rama, sur notamment lui en tant que sportif, en tant que personne ayant un handicap, comment il en a fait une force. Et parce que tu es devenu un champion, ça a dû te demander justement des efforts supplémentaires par rapport à la normale.
Donc, comment en Seine-Saint-Denis, ayant un handicap, on peut en faire une force et aller quand même avoir des distinctions très importantes, hein, parce que je le rappelle, tu es vainqueur de la dernière Coupe du Monde à Manchester cette année et tu es médaillé de bronze en championnat d'Europe. Bonjour à tous et à toutes. Donc, oui, pour moi, le sport, c'est ma vie et puis c'est le combat de tous les jours. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans une salle de sport qui est à La Courneuve, qui peut accueillir des personnes en situation de handicap parce que les locaux sont accessibles et faits pour accueillir ces personnes-là. Et j'ai été aussi, avant la fermeture, aussi à Fitness Park. Fitness Park, qui est une grande chaîne de sport, malheureusement, qui sont, eux, actuellement fermés dû au Covid. Donc, c'est vrai que là, je me suis un peu rabattu près de chez moi parce que bon, bah, c'était la seule solution qui m'était portée. J'ai commencé l'haltérophilie, j'ai commencé en 2004 dans un centre de rééducation, dans un IEM. Là où tout a commencé pour une simple rééducation, j'ai envie de vous dire, parce que je marchais à l'époque avec des appareillages et bon, bah, il fallait muscler un peu le haut pour pouvoir continuer à porter ces cannes et cet appareillage-là. Euh, Quelques temps après, il y a un kiné qui m'a proposé d'essayer l'haltérophilie. Euh, j'ai toujours été dans le milieu du sport, hein. J'ai fait de l'escrime, de la natation, voilà, j'ai vraiment toujours baigné dans le milieu du sport. Et donc, très rapidement, bah, 2 ans après, j'ai pu intégrer l'équipe de France. Donc, c'est à 16 ans que j'ai fait ma première compétition internationale. Déjà, à cette époque-là, je soulevais 117 kilos, hein. Déjà, pour quelqu'un de 16 ans, c'était extraordinaire. Euh, et puis après, les étapes se sont faites assez rapidement. J'ai fait un championnat de France, Coupe de France. Après, championnat d'Europe est arrivé. Et puis après, j'ai enchaîné les championnats du monde, les Coupes du monde. Le niveau a commencé à devenir assez important depuis à peu près 5 ans pour moi. Parce que là, maintenant, on ne joue plus forcément sur une Coupe du monde ou sur un championnat du monde, mais on essaie d'aller chercher cette place qui est les Jeux paralympiques bah, qui arrivent tous les 4 mois, tous les 4 ans, excusez-moi. Donc là, la prochaine, c'est 2021, et puis après, ça sera pour Paris 2024. Donc, c'est vrai que pour moi, le sport, comment dirais-je, c'est un tout. Mais quand je vois aujourd'hui qu'il existe encore certaines salles où on ne peut pas accueillir des personnes en situation de handicap parce que les locaux ne sont pas accessibles ou parce que l'environnement ne permet pas à la personne en situation de handicap de pouvoir exercer le sport qu'elle veut, c'est vrai que c'est gênant. Après, bon, moi, le sport que je pratique, c'est la musculation haltérophilie, mais on peut parler d'autres disciplines telles que la natation. Sur la Courneuve, on a un gymnase qui s'appelle Béatrices, qui porte le nom de Béatrices, qui est une championne en natation. Ce gymnase-là a la chance d'avoir une piscine qui est accessible, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait dans le milieu du sport pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais je pense qu'il y a aussi un manque d'information parce que je sais que moi aujourd'hui en tant qu'athlète de haut niveau vivant à La Courneuve, il y a beaucoup de parents qui viennent me solliciter en me demandant est-ce que vous connaissez pas une association qui peut accueillir mon fils. Dernièrement, c'était une maman qui me demandait mon fils à 3 ans, est-ce que on peut l'accueillir pour faire un peu de gym. Dernièrement aussi, j'avais eu un jeune enfant qui était IMC. On m'avait demandé est-ce qu'on pouvait voir pour qu'il soit intégré dans un club de foot. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il n'y a pas assez d'informations sur les associations qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a un mot sur lequel je peux vraiment insister, c'est vraiment donner plus d'informations sur sur les associations qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. C'est vrai que nous, sur la ville de La Courneuve, on essaie de travailler énormément sur ce sujet-là.
c'est encore compliqué parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ne comprennent pas qu'ils peuvent avoir des aides et tout ça. Donc, c'est vrai on reste encore un peu sur un blocage, mais je n'en doute pas que voilà, très prochainement, on pourra vraiment développer ce sujet-là. Merci, Rafik, là-dessus. Tu fais parfaitement le lien avec la prochaine intervenante, Rama Seoul, qui est présidente d'une association sur Aulnay, et donc elle qui a quand même comme sujet de prédilection à la fois l'inclusion des enfants, mais des personnes plus larges en situation de handicap dans les écoles, mais aussi dans nos associations sportives là-dessus. Donc, Rama, quelle est l'expérience que tu as sur Aulnay avec les familles que tu as pu accompagner, toi et Memouna et l'ensemble de ton équipe de l'association? Donc, comment on fait justement pour inclure les enfants et comment, en tant que parent, c'est difficile de pouvoir à la fois jongler avec sa vie de famille qu'on a, mais aussi s'assurer que ça soit à l'école ou dans des structures paramunicipales ou des associations, pour qu'ils puissent pleinement être acteurs sur ces questions. Merci Oussouf et bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes Mimouna et Rama, l'association Cap Handi Kids. Nous militons principalement pour l'inclusion des enfants TSA autistes, hein. Voilà, dans le milieu sportif, scolaire, extrascolaire, centre de loisirs, etc., qui puissent accéder à toutes les infrastructures de la ville. Donc, par rapport à ça, c'est un combat au quotidien parce que nous-mêmes, nous sommes parents d'enfants TSA. Donc, nous avons été confrontés à d'énormes refus. Donc, à partir de ce moment-là, connaissant nos droits, nous avons pu faire inclure, nous, nos enfants, mais généralement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on va parler du sport à Aulnay-sous-Bois. Je vous invite à regarder, je ne sais pas si vous voyez cette plaquette, voilà, qui est actuellement dans le guide des sports de la ville. Je cite, « Certaines activités physiques proposées au public peuvent être pratiquées par des personnes en situation de handicap à compter de cette année. En fonction de la nature du handicap, les activités sont identifiées dans ce guide par des pictogrammes. » Voilà ce qu'on trouve sur la ville d'Aulnay. Je trouve ça lamentable. On trouve des séances partagées, on trouve des séances spécifiques, on trouve des séances pour les déficients visuels, les déficients auditifs, les handicaps moteurs et les handicaps mentaux. Alors moi, maman d'un enfant autiste, excusez-moi, mais je le situe où, mon fils? Sachant qu'il est dans aucune de ces catégories. Voilà. Vous avez écrit ici, en gros, sport pour tous. Je ne sais pas si vous le lisez. Mais vous avez aussi des pictogrammes. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Vous avez alors le club de rugby. Alors, celui-là, c'est la meilleure. Parce que, sachant qu'il est présidé par un élu de la majorité de la ville qui vient d'obtenir un terrain tout neuf. Mais attendez, il a un petit pictogramme ici, à côté de féminine. Donc, il n'y a que les femmes féminines. Je reprends le pictogramme handicap mental qui ont le droit de faire du sport. Si on veut parler d'inclusion, je suis désolée, on commence déjà à inclure les enfants dans les clubs sportifs. Parce que, hormis ça, je suis désolée, mais les parents payent des impôts et notamment subventionnent, font partie justement des donateurs, entre guillemets, invisibles des subventions de ces associations sportives. Donc, comment on refuse les enfants? Donc là, toi, ce que tu mets pour que chacun puisse saisir la nature de ta demande, ce que tu regrettes fortement, c'est que la question du handicap, à Aulnay en particulier, elle n'est pas prise dans son entièreté. Et donc, notamment les enfants autistes aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité, s'ils le souhaitent, que ce soit des animations sportives qui sont organisées par la ville ou par l'association aulnaysienne, de pouvoir bénéficier à tout un chacun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend ton exemple, tu n'as pas la possibilité d'inscrire ton gamin à une action sportive. Non, je l'ai inscrit à Blanc-Ménil pour la première année. Donc, un club de foot en salle du Blanc-Ménil m'a pris mon fils parce qu'à Aulnay, ce n'était pas possible. Mais avant ça, pourquoi je suis un petit peu en colère? C'est parce que l'année dernière, on a fait quand même un travail
d'inclusion en partenariat avec la municipalité, en leur montrant que les pictogrammes étaient inadaptés sur un guide sportif parce que c'est clairement de la discrimination. Je suis désolée. Hein. Appelons un chat un chat. On ne peut pas cataloguer. Alors toi, tu es handicapé mental, tu peux aller. Toi, bah non, vu que tu es déficient auditif, bah tu peux pas. Je suis désolée, à un moment donné, non, c'est pas comme ça l'inclusion. Donc, moi, personnellement, je suis désolée, je suis contre ces genres de plaquettes. Pardon? Le foot te oui. en France, mais il faut qu'un des deux. Alors, j'ai l'exemple type de Mimouna, où son fils est inscrit dans un club de foot de la ville. Où les animateurs l'ont pris gentil, rien à dire, mais il faut que… Son mari est maintenant bénévole dans ce club pour occuper l'enfant. Pour s'occuper du petit. Alors, nous, quand on a voulu justement, pour l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les clubs sportifs, on a demandé à ce qu'il y ait d'abord des séances d'essai avec les parents. Bien évidemment que les parents restent aussi sur place pour pouvoir s'occuper des enfants, soit en cas de crise, soit en cas de trop de bruit, parce que, à savoir que les gens généralisent l'autisme, mais un enfant autiste et un autre, ce n'est pas les mêmes. Donc, automatiquement, on ne peut pas prendre un cas pour une généralité, ne pas avoir vu l'enfant et refuser systématiquement leur inscription, sans même avoir essayé. Voilà. Éducateurs, on se retrouve à tout faire en fait. Donc, nous, entre guillemets, en tant que déjà parents, on se retrouve à tout faire, à devoir forcer des portes, à devoir tout le temps crier. Je reviendrai sur Madame Thibault, excusez-moi. Vous parliez tout à l'heure des délais de la MDPH. Moi, je vais vous répondre. Mon premier dossier a mis plus d'1 an à être traité. 1 an, sachant que la loi est 4 mois. Quand on appelle, vous savez ce qu'on nous répond? Allez au tribunal administratif, madame. C'est comme ça. Je suis désolée. La loi est 4 mois. À défaut de réponse, c'est une réponse négative. Donc, logiquement, quand on n'a pas de réponse au bout de 4 mois, c'est un refus. Alors que non, en réalité, au bout d'1 an, voire plus, on nous donne une réponse. J'avais une deuxième chose au niveau financier. Excuse-moi, Oussouf, je vais perdre un peu le fil. C'est au sujet de la caisse d'allocation familiale. Madame Thibault, j'en profite pendant que vous êtes là. Vous prenez une maman solo au RSA et vous prenez une maman d'enfant en situation de handicap au RSA. Les deux n'ont pas le même quotient familial. Pourquoi? Parce que l'AEH est considérée comme une ressource pour la CAF. Donc, la maman se retrouve sans passeport loisir, sans bon de vacances, sans aucune autre aide parce que son quotient familial explose à cause de l'AEH. Voilà, ça c'était un point que je voulais aborder parce que c'est un point aussi national. Ce n'est pas normal, c'est une inégalité réelle parce que l'AEH cherche à prendre en charge justement l'aspect financier de la prise en charge des enfants en situation de handicap. Pour vous donner un ordre d'idée, une séance de psychomotricien, c'est 50 €. Une séance d'ergothérapeute, c'est 50 €. 57. Oui, ou 57 à domicile. Voilà, ça dépend si vous le prenez à domicile. Et une séance de psychologue comportemental, c'est 60 €. Donc, ça multiplié 3 fois dans une semaine, hein, parce qu'on réduit bien sûr les heures. À la fin du mois, ça fait énorme. Mais on se retrouve aussi impacté du côté du quotient familial de la CAF. Voilà. Donc ça, c'est ce côté-là, c'est ce côté financier. Je trouve que c'est une inégalité réelle. Il y a des parents qui se retrouvent à réduire leur activité, une cessation d'activité pour pouvoir accompagner leur enfant dans les prises en charge. Il n'y a personne. Il n'y a pas de répit. Hein. On nous dit, prenez la PCH aidant, mais à côté de ça, il n'y a pas pour la prise en charge de l'enfant. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, niveau financier, on se retrouve énormément impacté. Donc, au niveau de la ville d'Aulnay, on a essayé de faire un travail justement pour que le quotient familial CAF ne soit pas pris en compte et qu'on puisse retirer l'AEH justement de ce calcul. Parce que je trouve encore une fois que c'est une inégalité. Quand vous vous retrouvez dans la tranche haute, alors que vous êtes censé être au RSA, je suis désolée, mais non. En fait, c'est pour ça que les gens, à la fin, vous savez qu'il y a des suicides, des parents qui se suicident, qui se jettent par la fenêtre parce qu'ils n'en peuvent plus, justement. Donc, ils n'ont aucune aide. Il n'y a rien du tout qui est fait pour accompagner justement les parents. On vous donne un diagnostic. Merci Rama pour à la fois ce témoignage de par ton expérience et le Memouna également et d'avoir expliqué les missions de l'association. Avant que Magali et d'autres puissent répondre à tout ce que tu as pu mettre en exergue, je vais laisser la parole à Alain Médro qui va lui refaire monter les questions qui ont été posées durant les différents débats. Oui, alors,
plusieurs questions qui sont posées par ceux qui nous écoutent ce soir, qu'on remercie beaucoup. Des questions qui, en effet, vont s'adresser à tout le monde, puis d'autres plus spécifiquement en lien à ce que fait la MDPH et le conseil départemental, et donc qui s'adresseront à Magali Thibault, mais je pense qu'elle doit être habituée à ces questions. Donc, on a vu par le témoignage de Rama qu'il y avait des problèmes autour des délais. Hein, on nous posait d'ailleurs une question sur les 4 mois, étaient-ils respectés? Des questions aussi sur les personnes handicapées, mineures, sans solution. On parle de 160 personnes handicapées qui n'ont pas de solution. On a un témoignage d'une personne qui nous dit: j'ai un frère de 40 ans qui n'est pas pris en charge, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, à qui je dois m'adresser. Des gens qui disent: mais y a-t-il vraiment une vraie politique du handicap dans notre pays? Ensuite, Rafik disait tout à l'heure donner plus d'informations. On sent à travers les questions qu'en effet, les familles manquent parfois de liens vers qui aller, qu'il y a des blocages et que il y a des choses à améliorer, que ça soit, j'imagine, que ce soit dans la presse municipale, que ça soit directement en lien avec le conseil départemental. Une question précise, une question d'urbanisme. Le projet Val-Francilia envisageait de supprimer une partie du parc Ballanger, mais aussi une partie, voire l'intégralité du centre Toulouse-Lautrec. Est-ce que vous avez un certain nombre d'informations sur la pérennité du centre Toulouse-Lautrec? Je regarde dans le chat s'il y a d'autres questions qui m'auraient échappé. Et puis sinon, on reviendra, parce que là, il y a déjà beaucoup de questions qui vous sont posées aux uns et aux autres, aux unes et aux autres d'ailleurs. Voilà, et ben, on fait un premier point avec toutes ces questions, et puis on prendra au fur et à mesure des autres questions éventuellement. Je reviendrai vous voir. Merci Alain pour toutes ces questions. Donc, je vous propose de céder la parole à Magali Thibault pour qu'elle puisse apporter des précisions et des éléments de réponse sur les questions que vient d'énumérer Alain. Magali, tu as la parole. Oui, alors sur la question effectivement des délais, j'en parlais, c'est effectivement un axe de progression qui est aujourd'hui pour nous prioritaire. Vous avez raison, madame, le délai légal, c'est effectivement 4 mois. Il y a un baromètre qui a été publié au niveau national sur les délais moyens de l'ensemble des MDPH de France. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune MDPH de France qui arrive à respecter ce délai de 4 mois. On a conçu des MDPH pour en faire des outils d'accompagnement individuel, sauf que en réalité, en fait, ce que les MDPH gèrent, c'est beaucoup de traitements administratifs de masse qui font qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué de pouvoir respecter ce délai. Donc nous, aujourd'hui, on travaille, et vous avez raison, sur améliorer notre réponse de premier niveau, ne serait-ce que la réponse téléphonique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'accueil, il y a beaucoup de gens qui appellent pour ne serait-ce que savoir où en est leur dossier. Et donc, sur ça, notre rôle, c'est déjà de pouvoir avoir une réponse téléphonique de qualité pour pouvoir leur dire: vous inquiétez pas, votre dossier est en cours d'évaluation, il sera traité d'ici tant de mois. On travaille aussi sur, et il y a eu d'ailleurs dans ces derniers mois des avancées, puisque on a notamment maintenant la possibilité d'octroyer des droits à vie pour des personnes en situation de handicap, d'avoir des protocoles nous permettant en fait de renouveler beaucoup plus facilement certaines allocations financières ou certains droits. Je vous donne un exemple, une personne qui est malvoyante depuis la naissance, malheureusement, son handicap, il ne va pas changer. Aujourd'hui, on peut du coup aller beaucoup plus loin dans la durée des prestations et des notifications et des droits qu'on accorde à ces personnes-là. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va nous éviter de revoir en fait, par exemple, des dossiers à la MDPH 2-3 fois si on est en capacité de pouvoir accorder soit des droits à vie, soit des droits avec de plus longues durées. Et ça nous permettra aussi du coup de réduire le nombre de dossiers qu'on peut avoir à gérer à la MDPH. Mais en tout cas, aujourd'hui, le délai moyen pour la MDPH de Seine-Saint-Denis, c'est un délai moyen, c'est 7 mois.
ça veut dire qu'il y a des dossiers qui sont traités en dessous des 7 mois. Ça veut dire que, et j'en suis désolée, il y a des dossiers qui sont traités au-dessus. Effectivement, hein, moi, mon objectif, c'est de pouvoir approcher le délai légal qui est effectivement de 4 mois. Et en tout cas, voilà, je vous le dis, c'est vraiment une priorité. Sur la question des allocations, de la question de l'AESH. Alors, nous, pour ça, si vous voulez, la CAF, ce n'est pas le département, c'est un service de l'État. Le rôle de la MDPH, ça va être d'évaluer le droit, ça va être d'évaluer quelle allocation l'enfant ou l'adulte a besoin et quel est son niveau. Quand on dit il y a l'allocation de base et après il y a les compléments. Voilà, je pense que vous connaissez très bien. Donc la MDPH va évaluer quel est le besoin de la personne en fonction de la situation aussi familiale. Si l'un des parents a arrêté de travailler, et ben du coup on va octroyer des compléments qui sont plus importants parce qu'on sait que du coup c'est la maman qui accorde. Si, c'est le code d'action sociale et des familles. C'est-à-dire que les évaluateurs de la MDPH, c'est pas voilà, ils évaluent pas au hasard. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un code qui a été créé par l'État, qui est le code de l'action sociale et des familles. Et donc les évaluateurs, ils mettent en application en fait la réglementation de l'État et qui s'applique à toutes les MDPH. Et puis après, il y a la possibilité, et ça c'est important aussi pour les familles, moi je vous encourage vraiment à le faire, de pouvoir venir en ce qu'on appelle à la commission départementale des droits de l'autonomie des personnes handicapées, où du coup sont représentés, donc moi j'y siège, mais il y a aussi des représentants de l'Agence régionale de santé, de l'éducation nationale et des associations d'usagers et d'établissements où vous pouvez exposer votre situation pour que la commission puisse vraiment évaluer le plus justement possible vos droits. Ça n'empêche pas que je suis d'accord avec vous quand vous expliquez la problématique que quand on touche l'AEH, du coup, il y a un impact sur le quotient familial de la CAF. Voilà, effectivement, ça, c'est pas normal, mais c'est vraiment des sujets qui, là, sont effectivement à remonter au niveau national, notamment aux députés, puisque c'est aussi à l'Assemblée nationale que se votent les lois ou qu'elles se modifient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et puis, sur la question, effectivement, de la pratique sportive, ça, c'est vraiment un réel sujet. Il faut que nous, au département, on impulse une politique publique et on veut vraiment travailler avec l'ensemble des villes pour travailler sur la formation, effectivement, des encadrants sportifs pour que dans tous les clubs sportifs de nos villes, ça ne soit plus une question de savoir si on a un gamin en situation de handicap et s'il peut pratiquer le sport. Non, en fait, c'est un droit, ça devrait s'appliquer à tout le monde. Et donc, dans chacun des clubs sportifs, on devrait avoir des encadrants formés à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce n'est certainement pas aux parents de devenir bénévoles pour permettre à leurs enfants de pratiquer un sport. Donc ça, effectivement, on travaille aussi et c'est l'inclusion des personnes handicapées, elle concerne tout le monde. Elle concerne le département, la région, les villes. Et il faut effectivement que les villes aussi, elles investissent massivement pour permettre l'accessibilité de tout le monde. Je prends aussi un exemple sur les AVS, sur le temps périscolaire. Je sais que c'est aussi un vrai sujet. Ce qui se passe souvent, c'est que quand une famille a une notification pour avoir une AVS, c'est sur le temps scolaire et du coup sur le temps périscolaire, des fois l'enfant il peut pas du coup bénéficier de la cantine. Et donc les villes, elles peuvent très bien aujourd'hui proposer un complément de contrat de travail à ces AVS pour que ces AVS-là puissent rester sur le temps périscolaire avec l'enfant. Voilà, donc moi, c'est des discussions que j'ai régulièrement avec l'ensemble des maires du département pour aussi avancer sur ces sujets-là. Merci Magali. Rama, je crois que tu avais des choses à dire. Tu as la parole. Toujours pour Madame Thibault. Donc, je vais vous donner un exemple type d'une maman solo qui ne peut plus travailler vu qu'elle doit assurer les rendez-vous de la prise en charge de son enfant. Donc, on lui octroie une aide humaine à hauteur de 20% par mois. À quoi ça correspond ces 20%, sachant qu'elle a réduit complètement son activité. Donc, je vais vous répondre aussi. Quand on donne des devis, des factures de professionnels avoisinant les 1 200 €,
par mois mensuel et qu'on nous donne le complément 3. Voilà. On nous dit que notre enfant est scolarisé, pour certains pas à temps plein, pour certains très peu, voire rien du tout. Et on nous octroie un complément 3 en disant, voilà, donc on doit faire un choix. Soit l'ergo, soit le psychomote, soit l'éducatrice, ou soit la psychologue. Vous connaissez les montants? Donc, je suis désolée, mais quand on nous dit que non, je vous assure, de source sûre, je peux vous ramener une notification. La mienne en particulier, on m'a octroyé 20%. Sachant que j'ai arrêté de travailler. La première année, on m'a donné 20% d'aide humaine par mois. En fait, en gros, le handicap en soi, que ce soit pour une maman solo ou pas, le handicap chamboule toute une famille. C'est-à-dire, moi qui ai maman de 5 enfants, qui a toujours travaillé, je suis mariée, mon mari a toujours travaillé aussi. Aujourd'hui, je ne travaille plus, j'ai fait la prise en charge à mon fils, c'est moi qui l'emmène à ses rendez-vous, j'ai fait l'accompagnement, mais ça engendre d'autres frais à côté. C'est-à-dire, quand on a les rendez-vous, forcément, les 4 autres enfants, il faut les mettre à la cantine. Il y a plein de choses. Est-ce que ça, la MDPH en prend compte ou n'en tient pas compte? Elle ne va pas te répondre parce que là, en fait, elle note. Elle note. Attends, vous posez d'autres questions et ensuite je repasserai la parole à Magali. Ouais, Après, je voilà. En gros, on n'incrimine pas Madame Thibault. Non, du tout. Ça fait 6 ans qu'elle est au département. Voilà. Donc, c'est un problème déjà national. Le handicap, c'est un problème national. Si je dis que tout le monde jouerait jeu au niveau juste local, chacun dans leur ville puisse déjà commencer par l'inclusion des enfants, commencer à les accepter dans les centres de loisirs, dans les clubs sportifs, etc. Parce que je suis désolée, encore aujourd'hui, il y a des enfants qui sont très peu scolarisés, voire pas du tout. Il y a des enfants à qui on refuse l'accès aux centres de loisirs. Il y a des enfants à qui on refuse l'accès au périscolaire. Comme disait Madame Thibault, notamment la cantine. Il y a des enfants qui ne s'alimentent pas seuls, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à tenir leur couvert, etc. Voilà, enfin, ça englobe un tout. Moi, je vais parler du domaine de prédilection qui est l'autisme. Ça engendre énormément de troubles. On ne voit pas qu'un gamin, voilà, qui avec un handicap invisible, oui, mais à côté, il y a une rééducation énorme, comportementale. Un enfant autiste, comme je disais tout à l'heure, et un autre, ce n'est pas les mêmes. Les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des autistes sévères et il y a des autistes plus légers. D'où on adapte justement la prise en charge. Et voilà, encore réfractaires, des personnes qui sont réfractaires, parce que pour eux, méconnaissant l'autisme, tous les autistes, c'est les mêmes. Donc, tous les autistes, ils vont se taper sur la tête, ils vont sautiller, ils vont jeter, ils sont tous déficients. Alors que non, ce n'est pas comme ça. Avant de redonner la parole à Magali, j'ai envie de relayer un témoignage assez glaçant, perturbant, lorsque j'en ai pris connaissance, d'une femme qui dit qu'aujourd'hui, elle a un fils qui est autiste, qui est scolarisé, et du fait que son fils, comme ça a été relaté à l'instant par Rama, donc il était indiqué qu'il crachait très souvent, etc., donc il menace de déscolariser. Donc cette femme demande vers qui se tourner, quelle peut être l'alternative pour que son fils, justement, qui a déjà des difficultés, n'en ait pas davantage en le déscolarisant. Je connais la maman, Oussouf, j'ai accompagné aussi la maman. J'ai trouvé ça abject, déjà, qu'elle ne soit pas mise au courant du contenu de la réunion avant qu'on lui dise « Voilà, madame, nous pensons, en fait, non, c'est même pas nous pensons, c'est nous allons déscolariser votre enfant temporairement sous… voilà, ouais, exactement. Elle crache, enfin votre enfant crache, alors que la maman n'a jamais eu vent que son enfant crachait. On lui dit qu'on a essayé de mettre des choses en place, notamment des plexiglas. On a essayé aussi de dire de mettre l'enfant à l'écart pendant le temps de la récréation. Tout le monde était réfractaire avant même d'avoir commencé. Donc, je suis désolée, mais pour moi, c'est clairement une mise à l'écart d'un enfant parce qu'il est en situation de handicap, d'une. De deux, cet enfant est scolarisé que 3 demi-journées par semaine alors qu'il a plus d'heures. Ça, faut le savoir. Sachant qu'il a plus d'heures d'AESH, mais bon, comme il a des prises en charge à côté, pour l'instant, ça convenait parfaitement à la maman. Mais je trouve ça lamentable, sachant que si un enfant neurotypique cracherait, on ne lui aurait pas donné le même… le même traitement, exactement. C'est-à-dire qu'un enfant neurotypique, pour la faire en gros, nos enfants
sont vus comme des dossiers. C'est-à-dire qu'à partir où un enfant a un dossier MDPH, peu importe où il va aller, on va voir un handicapé. Il y a des enfants qui sont neurotypiques, qui sont plus durs que nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants dans les écoles qui tapent, qui sont insultants, qui ne respectent pas les enseignants. Rien de tout ça, mais par contre, ils sont encore scolarisés. Dès que nos enfants vont faire le moindre petit truc, aussi minime qu'il soit, vous allez être convoqués. Voilà, madame, votre enfant, il fait ci, ça. Bon, on va devoir remettre en cause. Tu sais, Oussouf, je vais t'expliquer un truc. Mon enfant, il était au centre de loisirs. J'ai forcé pour qu'il soit au centre de loisirs. Amimouna, elle était témoin, elle va te dire. C'est juste un témoignage, mais ridicule. Je t'explique, Mimouna. J'emmène mon fils sur le centre. Et puis la directrice, elle me dit, je peux vous parler? Je dis, bien sûr. Donc, elle me dit, on va remettre en cause l'accueil de votre enfant. Je lui dis, je peux savoir pour quelle raison? Est-ce qu'il a frappé quelqu'un? Est-ce qu'il a été violent? Voilà, en fait, il a mis les enfants en danger, etc. Elle me dit, non, rien de tout ça. Je lui dis, bah alors pourquoi? Elle me dit, parce qu'il s'est levé durant un temps calme. On voit bien la Tu question. vois où souffle ou pas? Il Je s'est vois levé bien, durant un temps calme. On parlait d'un enfant, il avait 4 ans à cette époque. je vois bien justement l'impact que ça a. Et donc, je laisserai Magali répondre. Et aussi, j'aimerais bien après que Tariq puisse donner des éléments, notamment parce que tout à l'heure, il avait lancé le sujet sur l'inclusion des gamins dans les structures, parce que c'est au même au final, hein, dans les structures ou à l'école. On n'a pas cet accompagnement qui est individualisé, qui devra permettre à ce que tout un chacun se sente rassuré à l'école et à la maison, parce que là, on voit la maman qui a fait le témoignage, elle a des boules dans le ventre lorsque son gamin est à l'école, parce qu'elle le voit qu'il ne se sent pas bien. Donc, elle n'est pas également, elle n'a pas la tête reposée sur cette question-là. Donc, c'est important, cette communication et cette alchimie entre l'école territoriale, en l'occurrence la ville, l'éducation nationale, toute l'équipe enseignante et la famille, il faut que vraiment ce triptyque-là soit sur la même longueur d'onde, parce que ça a des conséquences qui peuvent être néfastes sur la famille, mais également sur tout l'environnement qu'il y a autour. Donc, je vais laisser la parole à Magali pour qu'elle puisse répondre à quelques questions et interpellations qui ont été faites précédemment. Oui, alors je ne vais pas répondre sur les situations. Voilà, je pense que il y a autant de situations voilà, qu'il y a de nombre quasiment de demandes. Juste parce que bon, c'est quelque chose d'assez technique, mais par exemple sur l'allocation enfant handicapé, l'AEH, c'est pas exclusivement le temps de travail des parents qui est pris en compte, c'est bien évidemment et surtout dès le départ une évaluation qui est faite sur le taux d'incapacité de l'enfant et l'adulte, plus de 80%, entre 50 et 80%, et en dessous de 50%. Donc il y a des barèmes que les évaluateurs aussi appliquent, et après effectivement en fonction de la mobilisation familiale que ça demande. Et il y a aussi du coup la possibilité d'avoir la prestation de compensation du handicap, et généralement on essaye de voir entre les deux ce qui permet en fait d'accompagner au mieux les familles, mais avec des situations qui sont effectivement des fois très compliquées, qu'il faut pouvoir accompagner, et pour qui aussi il faut avoir des relais au niveau des villes. Nous, je voulais aussi insister sur quelque chose. On développe en ce moment des permanences de la MDPH dans les circonscriptions sociales des villes, parce qu'on sait que voilà, avoir un seul lieu centralisé à Bobigny, c'est pas évident quand on a son enfant avec soi, qu'il faut prendre les transports ou qu'il faut prendre la voiture, et qu'avoir un lieu de proximité qui soit en capacité de répondre soit sur l'état d'avancement du dossier, soit sur j'ai un problème à l'école ou j'ai un problème sur mes droits. Donc aujourd'hui, là, c'est en expérimentation. On expérimente ça sur 2 villes, sur Montreuil et Sevran. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir déployer ces permanences-là de la MDPH dans plusieurs villes du département. Sur la situation qui est évoquée là concernant les difficultés à l'école, c'est un vrai sujet. Le constat, c'est que quand même, et c'est tant mieux, il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap qui sont quand même scolarisés en milieu ordinaire. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Sur les 10 dernières années, il y a eu une grande évolution.
Néanmoins, aujourd'hui, et ça c'est le rôle de l'État et de l'éducation nationale, on voit encore qu'il y a trop d'élèves par classe et donc ça permet effectivement pas forcément de pouvoir avoir une attention portée à un enfant qui en a besoin. On a, et les enseignants le disent aussi, un besoin d'accompagner les enseignants à la formation de ce que c'est que les différents types de handicap, comment est-ce qu'on est en capacité aussi d'accompagner, d'adapter les cours. Moi, je connais aussi pas mal d'enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, voilà. Et donc ça demande aussi d'accompagner les enseignants pour adapter les cours et permettre la scolarité en milieu ordinaire. Quand il y a des difficultés d'enfants en situation de handicap dans la classe, il y a normalement des enseignants référents. Donc, c'est du personnel de l'éducation nationale qui doivent pouvoir être là pour justement être le référent entre l'école, la famille et l'enfant et s'assurer qu'effectivement la scolarité se passe bien, que le nombre d'AVS est suffisant ou est insuffisant et de pouvoir effectivement travailler avec les parents sur un parcours de scolarité. Ça, je vous dis, normalement, ça doit être comme ça, mais je sais qu'au quotidien, il y a des difficultés pour les familles. Je sais qu'il manque encore pas mal d'AVS aujourd'hui dans les écoles du département et à l'échelle nationale, qu'il y a aussi un sujet de la formation. Donc, nous, on interpelle aussi régulièrement le ministre en charge de l'éducation sur ces sujets-là, parce que ça, en tout cas, ne permet pas de remplir toutes les conditions. Et puis après, il y a aussi un sujet, c'est qu'on sait qu'on a aussi des enfants qui sont aujourd'hui à l'école par défaut de place dans des établissements spécialisés. Il y a aussi cette réalité-là qui existe, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir une place, par exemple en IME, l'enfant il est accueilli en école et en milieu ordinaire. Et donc, des fois, ce n'est pas forcément la meilleure solution, y compris pour l'enfant qui peut être en souffrance et qui ne rentre pas forcément dans les apprentissages. Et à l'inverse, des fois, on a des refus de scolariser les enfants alors que ce n'est pas normal. Et là, effectivement, c'est le droit à la scolarité qui doit s'appliquer. Et donc, le droit, c'est le droit des familles, c'est le droit des enfants, que ça soit en milieu ordinaire ou en établissement spécialisé, ça doit effectivement s'appliquer. Merci Magali pour toutes ces réponses détaillées, circoncises et précises. Avant de céder la parole à Tariq, je voudrais que Claude, tu puisses nous apporter quelques éléments de réponse suite à la discussion qu'on a eue depuis le départ. On a vu comme quoi la question de l'accompagnement du suivi était essentielle, que les moyens humains et financiers étaient indispensables pour mener à bien les différents objectifs. Donc, en entendant toutes ces paroles qu'on dit depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, quelles propositions peuvent émerger pour qu'on puisse justement faire un pas de plus vers l'inclusion? Active ton micro, s'il te plaît, Claude. C'est bon. Oui, il y aura toujours des cas difficiles et l'autisme est un des cas les plus difficiles. On maîtrise encore mal et il y a un effort particulier à faire pour mieux traiter les autistes et l'autisme en général en France. C'est évident. Mais il y a un problème général, c'est celui des moyens. Il n'y a pas assez de crédits qui sont affectés dans le domaine du handicap. C'est vrai pour le montant de l'AH, l'ouverture des cas de l'allocation aux adultes handicapés. Mais comme le disait Magali tout à l'heure, c'est vrai aussi qu'on manque de place dans les établissements. Nous, il y a une liste d'attente dans les ESAT, une liste d'attente dans les foyers, en Seine-Saint-Denis particulièrement, qui est importante. S'il y avait plus de places, plus d'établissements, plus de personnel d'encadrement dans les établissements, les choses iraient mieux. Et là, c'est une question de politique nationale. Les départements sont exsangues, il n'y a pas suffisamment de redistribution des prises en charge. Et voilà, je crois que la question des moyens est une question essentielle. Merci, Claude. On a parlé des moyens, on a parlé de l'inclusion dans l'éducation nationale.
au travail, etc. On a très peu parlé de ce sujet-là, et en l'occurrence, j'aimerais bien que Rafik nous en dise quelques mots là-dessus, sur l'accessibilité aux structures, que ce soit les services publics ou alors aller dans une entreprise, etc. Donc, comment, en tant qu'handicapé, à Aulnay, en Seine-Saint-Denis et au niveau national, lorsqu'on a à se déplacer pour aller ne serait-ce qu'à la poste récupérer son colis ou alors chez un rendez-vous chez le dentiste, etc. Comment ça se passe? Est-ce que les rues, elles sont adaptées? Et aujourd'hui, on peut concilier, que ce soit à Aulnay ou ailleurs en Seine-Saint-Denis, parce que à La Courneuve, il y a quand même des choses qui sont faites à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quelles sont les difficultés que tu rencontres, toi, aujourd'hui, pour te balader et aller où tu as envie d'y aller? En fait, j'ai envie de vous dire que l'accessibilité, c'est même s'il y a eu des aménagements, même s'il y a eu de gros travaux qui ont été faits depuis plusieurs années, mais ça reste encore un gros travail à faire sur des années. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi que euh, moi, dans ma réflexion, je pense qu'il faudrait que ce soit des personnes euh, valides, entre guillemets, qui se mettent en situation de handicap pour rencontrer et voir les difficultés de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que une personne qui va avoir une petite marche à monter pour rentrer dans son immeuble, pour rentrer dans un commerce, des pavés, euh, un ascenseur en panne, un bus où la rampe ne fonctionne pas. C'est plein de petits paramètres qui changent une journée et l'humeur de la personne. Moi, actuellement, je travaille dans le 15e arrondissement. Je suis obligé de faire appel à la société PAM 93. Euh, je suis d'accord, c'est une société qui est publique. Donc, voilà, ils ne nous demandent pas beaucoup d'argent. Donc, c'est formidable. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que moi, mon employeur, clairement, si je commence à 9h, c'est pareil pour tout le monde. Je dois être à mon poste à 9h. Et depuis que j'ai commencé à prendre la PAM, il y a des fois où j'arrive à 10h30, des fois où j'arrive. Alors, le plus tard que j'ai pu faire, et c'était le record du monde, je pense, je suis arrivé à 11h30. Je suis arrivé à 11h30. Pourquoi? Parce que, bah, certes, on est en région parisienne, il y a les embouteillages, il y a les travaux, il y a ci, il y a ça. Mais j'ai envie de dire, en fait, on est tellement, et je vais être cru un peu dans mes propos, mais on est tellement en réserve de tout. Ça veut dire que moi, quand je parle avec certaines personnes de la PAM, bah, il nous manque des travailleurs, il nous manque des camions pour pouvoir transporter des personnes en situation de handicap. Là, on est en période de Covid, donc il ne faut pas, entre guillemets, avoir plusieurs personnes dans le véhicule. Donc, ça fait qu'il y a pas beaucoup de chauffeurs pour pouvoir circuler. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est pour ça que moi, en fait, depuis maintenant quelques temps, j'ai arrêté de me déplacer dans le 15e arrondissement, déjà pour ce motif-là, parce que je mettais quasiment 2h30. 2h30 le matin pour y aller et 2h30 le soir pour rentrer. Alors que si les transports étaient accessibles, j'en aurais eu pour 30 minutes. 30 minutes. En partant de la Courneuve, je prends le RER B, la ligne 16, et je suis arrivé. Donc, vous voyez, donc, le RER B, il n'y a pas de souci, il est accessible, mais la ligne 16, en aucun cas, je peux la prendre. Pourquoi? Parce que c'est un métro qui n'est pas accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc, après, il y a des solutions qui s'ouvrent à moi. C'est de prendre trois bus, mais par contre, voilà, après, c'est Koh-Lanta et ça finit, ça finit plus, quoi. Ça finit plus. Donc, c'est vrai que l'accessibilité en soi, il y a un gros travail qui a été fait. On ne peut pas le nier parce que moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux déjà dans ma ville à La Courneuve. Parce que c'est vrai que moi, il y a des bus que je ne prenais pas il y a quelques années. Aujourd'hui, j'arrive à les prendre. Le métro, je veux dire la gare de La Courneuve qui a été mis à accessibilité depuis maintenant pas mal d'années. Mais j'ai envie de dire, en fait, une personne en situation de handicap, elle rencontre tellement de difficultés sur l'accessibilité qu'une personne valide ne peut pas s'imaginer. Et en fait, moi, c'est vrai que depuis quelques temps et même, je dirais, depuis quelques années, j'ai envie de me lancer sur un projet. Parce qu'en fait, je suis aussi, j'ai créé mon association il y a un an de ça qui s'appelle Entraide. Pour l'instant, bon, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas forcément
travailler sur les projets, mais j'ai envie d'être aussi sur l'inclusion, comme le porte le nom de cette association, l'entraide, accompagner, donner de ma personne et puis aussi enseigner. Parce qu'en fait, en fin de compte, les difficultés que moi, Rafik, j'ai rencontrées, je n'aimerais pas qu'une autre personne en situation de handicap les vive. Et quand je vois ces familles, quand je vois, tout à l'heure, on parlait d'autisme, tout simplement. J'ai une maman ici qui habite à Drancy, qui m'a contacté par l'intermédiaire d'une personne en me disant, bah, écoute, voilà, j'ai 2 enfants autistes à la maison qui ont 16 et 18 ans et qui font rien de la journée. Elle m'a dit, je ne sais pas faire un dossier MDPH, dès que je vais voir une assistante sociale de ma ville, elle ne sait pas remplir un dossier MDPH. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Et je pense que réellement, aujourd'hui, ce qui manque dans nos villes respectives, c'est la formation. La formation, je pense que c'est ça qui pourra nous sortir de tout ce qui se passe actuellement, que ce soit à travers le handicap, que ce soit à travers le sport. Tout à l'heure, on parlait du sport. Le sport, en fait, aujourd'hui, il y a pas 46 000 solutions, en fait. Il faut juste avoir des personnes qui sont formées dans le milieu du sport. Et pour ça, on peut faire appel à la Fédération française handisport, qui n'est pas que dans le haut niveau, mais qui est aussi pour le sport pour tous. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais si vous voulez, je trouve qu'il n'y a pas assez d'acteurs, en fait, dans chaque ville. Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui, c'est que dans ma propre ville, aujourd'hui, je me rends compte que, voilà, si moi, aujourd'hui, je ne parle pas du handicap, si je ne fais pas des activités pour les jeunes, parce que je suis éducateur sur la ville de La Courneuve aussi pour les jeunes, si je ne fais pas d'initiation en fauteuil roulant pour leur montrer c'est quoi le basket fauteuil, il n'y a rien qui se fait. Donc, à un moment donné, je pense que la principale action à mettre en place, c'est d'avoir des acteurs dans les villes et de pouvoir former les personnes qui sont issues des milieux associatifs. Et de pouvoir aussi mettre des moyens, parce que je reviens aussi sur cette histoire de PAM 93, pas assez de salariés dans l'entreprise, manque de véhicules. On est salariés, nous. On est comme vous, entre guillemets, on est des personnes normales, d'accord, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais aujourd'hui, moi, mon employeur, quand il me demande d'arriver à 9h, je ne vois pas pourquoi j'arriverai à 10h30. Je ne vois pas pourquoi j'arriverai à 11h30. Parce que, en fait, c'est avoir cette liberté de pouvoir bouger, de pouvoir être, entre guillemets, quelqu'un d'ordinaire. On parle d'égalité des chances, on parle d'être comme tout le monde, de pouvoir vivre tous ensemble. Mais en fin de compte, moi, aujourd'hui, Rafik, 30 ans, je me rends compte que non, c'est pas possible. C'est impossible. On est encore dans une atmosphère où le handicap, il pèse, ça pèse lourd dans notre société. C'est quelque chose que, j'ai envie de vous dire, on est un peu fixé de l'œil dans le sens où on se dit, bon, bah, aujourd'hui, le handicap, ouais, d'accord, on va pouvoir faire certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire, mais dans un futur temps. L'accessibilité, ça fait des années et des années qu'on en parle. Hein. Il y a eu des lois qui ont été votées, qui n'ont pas été validées, qui ont été retardées et retardées et retardées. Mais est-ce que c'est un problème budgétaire? Est-ce que c'est un problème de projet? Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a un gros travail à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avancer main dans la main, il faut qu'il y ait des acteurs dans chaque ville et que dans chaque ville, qu'il puisse y avoir une trace écrite tous les mois pour qu'on puisse avancer en fin de compte. Merci, Tariq, pour ce témoignage. Alors, si je peux faire une dernière précision. Oui, vas-y. Alors, depuis tout à l'heure, tu m'appelles Tariq. Ah, pardon, Rafik. Donc, c'est bien Rafik Arabat. Ouais, j'ai commencé par le nom, je finis par le prénom. Rafik, pardon. Merci beaucoup, Rafik, pour ce témoignage vibrant où tu as pu mettre le doigt sur les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société, hein, effectivement. Est-ce que je peux intervenir sur un dernier sujet aussi? Bien sûr, vas-y. Qui m'a beaucoup aussi touché tout à l'heure, de madame, alors que je n'oublie pas le prénom parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, de madame Rama, qui parlait aussi de l'aspect financier. Moi, je travaille aujourd'hui pour une société et je touche l'AH, l'allocation adulte handicapé. Donc l'AH, elle s'élève à 900 € comme vous le savez. Aujourd'hui, je ne peux pas travailler sans qu'on m'en enlève derrière. Donc en fait, je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire que moi je travaille, mais selon le salaire que je vais toucher, en fait, on va me sucrer mon âge.
alors que c'est un droit. Mm. Donc, moi, j'ai le droit d'aller travailler, c'est un droit. Mais avant d'être un droit, c'est aussi un passe-temps. C'est quelque chose pour me sortir de ma maison, pour aller voir du monde, pour rencontrer des personnes. Et puis, pour avoir ce côté de se sentir un peu comme tout le monde, en fait. Voilà, je travaille, je subviens à mes besoins. J'ai un appartement, il faut que je paye le loyer, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Aujourd'hui, moi, Rafik, quand je vais travailler, on me sucre de mon AH parce que je perçois trop au niveau du salaire, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que cette question-là aussi, moi, si on peut me répondre, mais bon, même si je connais la réponse, parce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser et tout ça, mais en fait, si c'est un droit et que c'est par rapport à mon handicap, je ne vois pas pourquoi on devrait, selon mon salaire, parce que même pour vous dire, je travaille à mi-temps parce que j'ai été obligé de plafonner pour pas qu'on puisse toucher à mon AH, mais si je ne fais pas ça, mon AH, elle saute à 60%, voire même à 80%. Donc, c'est vrai que c'est tout le temps un calcul à faire quand on est une personne en situation de handicap, parce qu'on se dit que clairement, mais comment je vais faire pour subvenir à mes besoins? J'ai un appartement à payer, j'ai l'essence de ma voiture, j'ai Ouais, c'est ça. Comment? Oui, oui. Ouais, c'est ça. On est en plein dedans. Excuse-moi, Youssouf, parce que je voulais juste intervenir en Attends, temps juste qu'il avec lui. termine. Tariq, Rafik, pardon. Rafik termine et après, je Non, te mais cède c'est la pas parole. grave. Voilà. C'était juste pour question-réponse, Ok. parce que j'interviens en fait dans le même sens que lui. Mhm. Au niveau, Madame Thibault pourra nous répondre peut-être, aussi au niveau de la JPP d'un parent qui a arrêté de travailler justement et qui perçoit la JPP, Mhm. il ne peut pas cumuler le complément AEH pour la prise en charge. Donc, en fait, on se retrouve avec une prise en charge non payée parce qu'on choisit la JPP, parce qu'on doit accompagner nos enfants. Juste précise pour que tout le monde sache de quoi tu parles, ce que c'est que la JPP. La JPP, c'est l'allocation journalière de présence parentale. Donc, en fait, c'est une allocation où on a le droit à 310 jours sur 3 ans pour justement amener l'enfant en prise en charge. On peut soit la prendre à mi-temps, soit 2-3 jours par mois, soit à plein temps, qui fait 22 jours par mois. Et si on prend ces 22 jours par mois, eh ben justement, si on avait l'AEH est sucré. Le complément est sucré. On perçoit 132 €, voilà, l'AEH de base, mais pas le complément. C'est-à-dire que dans la JPP, on doit payer aussi la prise en charge des enfants. C'est-à-dire que la JPP, je vais vous donner un ordre d'idée, c'est 1 000 €. Voilà, 1 000 € à peu près. Et dans ces 1 000 €, on doit payer 800 € de prise en charge. Donc, reste à vivre 200 €. Voilà. Donc, en gros, c'est pour ça que je voulais revenir avec Rafik. On vous donne d'un côté pour prendre de l'autre. Oui, c'est ça. C'est qu'on donne, comme disait Rafik, hein, et qui a parfaitement résumé la situation, c'est qu'on donne d'un côté pour le reprendre de l'autre. Exactement. Et donc, on Et sait en fait, donc, ce que je ne comprends pas, justement, c'est une allocation, cette AEH, Madame Thibault, arrêtez-moi si je me trompe, c'est une allocation pour payer la prise en charge de l'enfant. Que vient faire le revenu du parent, justement, dans ce calcul de l'AEH? Avant de céder la parole à Magali, et où à la fois Rafik et Rama ont mis le doigt sur cette question financière qui est prégnante, hein, dans la vie de la famille et l'entretien courant de ce qu'on peut avoir dans chaque ménage, hein, là-dessus. Et donc, ça montre à quel point le législateur doit se saisir de cette question. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Depuis plusieurs années, il y a des alertes qui ont été faites par les associations. Le conseil départemental, à travers Stéphane Troussel, Magali, sont montés au créneau à plusieurs reprises là-dessus. Mais ce n'est pas uniquement aux personnes qui sont concernées par cette difficulté à monter au créneau. C'est une question qui doit tous nous concerner là-dessus. Parce que si on n'est pas aujourd'hui concerné, elle nous dit que demain, on sera concerné par cela. Oui, mais excuse-moi de te couper. Hein. Non, excuse-moi. À partir du moment où les personnes ne sont pas concernées par le handicap, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on vit, notamment en tant qu'aidant familial, et notamment comme Rafik qui le vit au quotidien avec son fauteuil. Je suis désolée, mais ils essayent avec un petit peu d'empathie de dire on sait. Non, les difficultés du quotidien, elles sont claires, nettes et précises. On n'a plus de vie sociale, on n'a plus rien du tout.
C'est-à-dire qu'on a Maman, une mise à l'écart. D'où l'intérêt de mettre ces personnes-là en situation. c'est Parce que ça. moi, j'invite ces Mais personnes-là à vivre avec 900 euros et d'avoir un loyer, d'avoir des charges à côté et c'est d'avoir Mais une. tu sais très bien que c'est Parce pas que possible, c'est c'est des c'est vies naïves. impossible. Tu c'est sais pas, très bien que Impossible. c'est juste impossible. parce Alors, que on vit dans le monde au de final, ils Billy. retourneraient à la finale, ils retourneraient dans leur vrai monde. Je suis Donc, il faut complètement savoir d'accord que que c'est un temps. on, C'est un on- temps. Ils ne le vivent on pas peut. réellement au quotidien, en fait, si tu veux. Il y a une fin pour eux. Hum. Voilà. Une personne qui est bien portante, qui n'a aucun handicap, ne peut en rien ressentir ce que Non. vit une famille au quotidien là-dessus. Et je vais juste Mais ce que je rebondir, disais, Rama, excuse-moi, Youssouf, oui, sur ce que la je dis, maman. Sur la maman, justement. Alors, oui. je vais t'expliquer. Donc, la maman a un enfant en situation de handicap. Vous prenez une maman d'un enfant neurotypique qui n'a pas nos problèmes. C'est-à-dire qu'on ne va jamais déscolariser son enfant parce que Hum. soit il a craché, parce que soit il a tapé, soit ceci. Vous savez que quand on rentre dans le monde du handicap, on est confronté à des murs. C'est quoi des murs? C'est-à-dire qu'on reçoit que des non, peut-être, attendez que. Il y a quand même la loi de 2005 pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment le droit à la scolarité, Hum. notamment le droit au sport, notamment le droit d'aller au centre de loisirs, etc. La liste, elle est longue. En fait, un neurotypique et un enfant en situation de handicap, ils ont exactement les mêmes droits, sauf que les droits de nos enfants ne sont toujours pas, à l'heure d'aujourd'hui, respectés. On doit se battre, on doit crier, on doit user de stratégie, on doit relayer sur les réseaux, etc. À la fin, vous savez que c'est épuisant. Ouais, mais C'est j'imagine. épuisant. On n'a même pas le temps d'aller chez le coiffeur, nous. On ne peut pas aller faire une manicure. Hum. Donc, excusez-moi, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un combat. Non, mais oui, c'est drôle pour certains, mais c'est la réalité. C'est la réalité quand on s'occupe de nos enfants, quand vous avez l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le psychomotricien. Une heure, c'est une heure de perdu à ne pas pouvoir s'occuper de nos enfants. Vous voyez Hum. ce que je veux dire? Ouais. On a toujours la tête ailleurs. Rama, Voilà. c'est la charge mentale dont tu fais allusion qui est Exactement, aussi, qui est très, énorme. très prégnante. Rafik, avant qu'on cède la parole à Magali, tu avais des choses tu voulais compléter tout à l'heure. Bah, moi, j'aimerais compléter en disant que clairement, oui, aujourd'hui, Rafik, c'est pas, il ne peut pas continuer à vivre dans des circonstances telles qu'aujourd'hui, parce que j'aimerais travailler comme une personne ordinaire, mais bon, la vie en a fait autrement. J'ai pas un niveau d'études qui me permet de pouvoir, qui me permet d'avoir un poste, voilà, de responsable ou autre. Je travaille pour une association. Je travaille avec des jeunes qui sont dans l'échec scolaire et qui ont envie d'avancer dans leur vie. Donc moi, c'est quelque chose qui m'anime parce que j'ai toujours été dans ce vouloir aider mon prochain et ainsi de suite. Mais quand je vois aujourd'hui que moi, en allant travailler, je dois payer la PAM 300 euros par mois, je dois mes réparations de fauteuil, je dois ci, je dois ça, je dois ci, je dois ça, le 15 du mois, moi, il ne me reste plus rien pour vivre. Donc, heureusement que j'ai une famille autour de moi qui m'accompagne, qui m'aide et qui est solidaire avec moi. J'ai des amis aussi. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, je ne suis pas là pour faire le pauvre ou pour dire que je suis juste là pour vraiment essayer de réveiller les esprits. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, en 2020, c'est juste impossible. Moi, je sais qu'il y a des parents et je sais qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont dans une misère sociale impossible. Mais vraiment, quand je vous dis impossible, mais il suffit juste d'aller voir, il suffit juste d'ouvrir les yeux. On a juste à ouvrir peut-être la porte où notre propre voisin aujourd'hui a peut-être rien à manger. En fait, il y a juste à traverser la route, à traverser la rue pour voir que des personnes en situation. Moi, j'en connais qui viennent me voir en me disant mais comment je fais? Comment je fais si j'ai pas ma famille autour de moi qui m'avance pour finir la fin du mois ou pour faire ci ou pour faire ça? Comment je fais? Il y en a qui vont demander à manger à la Croix-Rouge ou je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des choses qui se passent autour de nous et en étant une personne en situation de handicap, je me dis, mais c'est complètement, c'est absurde en fait ce qui se passe. Parce que on est dans un pays de droit, on est dans un pays où on a le droit à l'aide, mais en fait, je vois pas où elle est cette aide en fait. C'est comme je vous disais tout à l'heure, on vous donne d'une main pour vous la prendre de l'autre côté. Donc moi, j'ai envie de travailler, je suis quelqu'un, je suis un acteur, je suis volontaire. Je vois moi les jeunes des quartiers populaires qui en veulent aussi, parce que comme je vous ai dit, depuis quelques temps, je travaille pour une association qui s'appelle Impulsion 75 et qui se donne à cœur ouvert d'accompagner ces jeunes-là sur la réinsertion professionnelle, sur l'accompagnement de ces jeunes-là.
Mais je me dis, mais en fin de compte, heureusement qu'il existe des associations comme celle-ci pour pouvoir accompagner. Et moi, l'accent sur lequel j'aimerais travailler avec cette association et que je commence déjà à travailler, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas accueillir des personnes en situation de handicap dans une association? Voilà. Merci Rafik. Magali, je te cède la parole si tu veux. Oui, non, écoutez, moi je ne suis pas porte-parole du gouvernement ni de l'État et je crois que voilà, Monsieur Michel aussi a rappelé les problématiques de moyens. On est aussi, et vous le rappeliez, sur la question de l'accessibilité de nos espaces publics. On est très en retard en France. On n'est pas un pays qui a pris à bras le corps ce sujet-là. Et nous, on travaille aujourd'hui à ce que justement cette question d'accessibilité universelle, elle soit pensée dès le départ, notamment dans nos politiques d'urbanisme. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels les villes, elles peuvent agir concrètement. On est un département où on a notamment aussi beaucoup de programmes de renouvellement urbain, notamment voilà, des grands ensembles. Et donc aujourd'hui, on va accompagner 12 communes sur une maîtrise d'assistance maîtrise d'ouvrage, pour justement accompagner la rénovation de ces quartiers pour qu'ils soient pensés et conçus avec les personnes en situation de handicap et sur mon autre versant, sur aussi les personnes âgées en perte d'autonomie, pour que l'aménagement de ces quartiers-là soit d'emblée accessible quand ils sont construits. Et c'est aussi un enjeu fondamental pour les Jeux olympiques et paralympiques, parce qu'en 2024, on va accueillir 5 fois plus de personnes en situation de handicap sur une période de 15 jours. Si on a des transports qui ne sont pas accessibles, si on a des rues de la voirie qui ne permettent pas aux personnes en situation de handicap ou aux athlètes de se déplacer, ça va poser un gros problème. Donc, c'est vraiment aussi globalement qu'on doit penser nos politiques d'urbanisme et d'aménagement de nos villes et nos quartiers pour qu'effectivement, on ne se pose plus la question quand on est en situation de handicap si on peut aller voir son ami, si on peut prendre le bus et de ne pas dépendre soit forcément du PAM 93, soit forcément de son ami, de ses parents pour pouvoir se déplacer parce que ça aussi, c'est effectivement un droit. Et après, sur les conditions d'attribution, ça, effectivement, c'est aujourd'hui les lois qui régissent les conditions d'attribution des aides. Et c'est effectivement un combat qu'il faut porter. Il y a beaucoup d'associations qui, effectivement, portent pas mal de modifications, notamment sur, effectivement, le montant de ces allocations-là, la question des plafonds. Et donc, c'est effectivement des sujets et des revendications qu'il faut porter auprès des députés pour pouvoir changer ça. Donc, si je peux me permettre, le prochain live qu'on fera, ce sera pour avoir un député, en fait, c'est ça? Ça aurait été très bien, oui, non, mais effectivement, parce que le député, il peut proposer des amendements et oui, ça serait vraiment très intéressant de pouvoir associer un maximum. Excusez-moi, Madame Thibault, je crois qu'ils avaient 10 ans depuis 2005 pour que tout soit aux normes, notamment dans les rues, que tout soit accessible aux personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, la France a encore 5 ans de retard, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons, concernant l'aménagement justement de toutes les problématiques liées justement au passage des fauteuils, etc. Parce qu'il y a encore des rues qui sont hautes ou très fines où les fauteuils ne passent pas, même une poussette ne passerait pas. Alors un fauteuil, voilà. Donc il y a quand même encore là 5 ans de retard sur la loi de 2005. Et Rama, pour aller dans ton sens. 10 ans. Non, 10 ans. Rama, pour aller dans ton sens, et après je laisserai la parole à Claude qui veut dire quelques mots là-dessus. Sur l'accessibilité, la mise en accessibilité, à Aulnay, on avait 10 ans à partir de 2008. Pour respecter, il fallait investir 1 million d'euros par an. Aujourd'hui, la municipalité qui est gérée par Bruno Béchier a décidé de diviser par 2. On investit uniquement 500 000 euros par an. Donc, ça veut dire qu'il va nous falloir 20 ans pour rattraper le retard qu'on a aujourd'hui. Nous, on s'était opposé là-dessus en se disant qu'il faudrait qu'on reparte sur les 1 million d'euros, sur un budget de 180 millions d'euros. Donc, 1 million, ce n'est pas grand-chose
Et surtout, ce n'est pas grand-chose sur le budget communal, mais en tout cas, c'est beaucoup pour ceux qui sont confrontés au quotidien à occuper l'espace public. Et deuxième élément, pour justement prendre cette thématique à bras-le-corps, avec les élus en début de mandat, ce qu'on s'est dit, nous, on a un objectif, on a été un peu freiné à cause du confinement, mais de mener des marches exploratoires avec des personnes qui sont valides, ceux qui sont non valides, pour qu'on puisse diagnostiquer sur tout le territoire d'Aulnay-sous-Bois où sont les problématiques, les rues où on a des nids de poules, les rues où elles sont extrêmement étroites, même deux pédons peuvent se croiser. Donc tout ça, c'est un travail qu'on va essayer. Il y a des arbres aussi implantés carrément au milieu du trottoir. Oui, ça aussi, j'ai vu avec du goudron autour. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi 2008? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y avait un rapport qui avait été demandé par la municipalité. Et donc, suite à la loi de 2005, justement, oui. En 2008, il y avait un rapport qui avait été fait en disant, l'estimation qui avait été faite à cette époque-là, c'était que pendant 10 ans, pour rattraper le retard qui avait été pris, on devait investir 1 million d'euros. Donc 2018, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. Si on aurait suivi ce calendrier-là, 2018, et ensuite, souvent ça glisse, mais on se dit là, sur 2020, on aurait pu quand même couvrir sur l'ensemble du territoire. L'accessibilité, ça aurait été justement au niveau à quoi on peut s'attendre. Malheureusement, ça y est. Mais vu que j'ai 2 politiques avec moi, c'est super. Pourquoi le handicap est toujours relayé au dernier plan? Dernier point, on avait eu l'occasion d'en discuter lors de l'élection municipale dessus. Nous, on n'en a pas fait comme quelque chose, un cache-misère, ou alors on met une ligne là-dessus, etc. Nous, c'est vraiment parce qu'on a eu la chance d'avoir des personnes qui avaient à l'être cette question-là durant notre campagne, qui nous sensibilisaient. D'ailleurs, toi, à plusieurs reprises, tu m'avais interpellé, etc. Moi, je le dis très franchement, notamment à travers tes publications que tu as pu faire, les discussions qu'on a pu avoir, ça m'a sensibilisé davantage cette question-là. Parce que ce n'était pas une question que je connaissais profondément, mais au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir, au fur et à mesure des personnes que j'ai pu contacter, etc., pu voir, j'ai assisté à un événement à Sevran l'année dernière avec Rafik, là-dessus, où j'avais été très touché par le discours qu'il avait porté, et donc je me suis dit, c'est un truc vraiment qu'il faut impulser. Et donc, c'est vraiment une volonté politique. Si on estime que le handicap, c'est une priorité, on se donne les moyens de pouvoir agir. Mais en tout cas, il faut la prendre telle qu'elle. Et parfois, les politiques, il faut les bousculer. Et donc, pour cela, on a besoin de la population, on a besoin des associations qui, justement, remettent à l'ordre du jour cette thématique-là pour qu'ensemble, on puisse dire, voilà, à un moment donné, c'est bien beau de mettre un fric pas possible sur la sécurité ou sur autre, mais en tout cas, aujourd'hui, on a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. On a des gens qui ne peuvent pas prendre l'ascenseur parce que c'est souvent bloqué, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine à mener avec toutes les parties prenantes, que ce soit les bailleurs, que ce soit les associations sportives, comme on en a parlé au début de ce débat-là, que ce soit… Non, mais Souf, excuse-moi de te couper, mais concernant les associations sportives, on a vu l'année dernière, la première adjointe, Séverine Maroun, lors d'une réunion qui nous a confirmé que ces pictogrammes allaient disparaître. On a ensuite eu rendez-vous avec le directeur des sports, accompagné toujours de Madame Maroun, qui nous a aussi certifié que les pictogrammes allaient disparaître et que tous les enfants de la ville d'Aulnay-sous-Bois pourraient intégrer n'importe quel sport de leur choix. Et cette année, on voit encore une fois, 2020-2021, le guide des sports avec des pictogrammes. C'est-à-dire qu'en fait, on parle, on essaye de mener des choses à bien, on nous donne des réponses positives parce qu'on a aussi demandé à ce que soient mis des codes couleurs dans l'école pour le repérage des enfants en situation de handicap. On a aussi demandé ce qu'il y ait un planning visuel dans les classes accueillant des enfants en situation de handicap. Enfin, des choses qui sont très, très peu coûteuses, c'est-à-dire qui ne coûtent absolument rien. Même nous, on aurait pu les faire et leur donner. En réalité, c'est juste la volonté. Et je m'aperçois qu'à Aulnay, la volonté, elle était juste politique. C'était juste pour le vote. Comment? Électoraliste. Pendant la campagne, on s'intéresse de l'handicap. Exactement. Avant la campagne, on nous a vendu du rêve. Donc, automatiquement, nous, on y a cru, clairement. On s'est dit, c'est bon. L'inclusion des enfants, surtout les enfants, c'est clair qu'ils vont devenir adultes. Moi, je me positionne sur les enfants parce que pour l'instant, on a des petits. Les adultes, je ne connais pas trop. Je ne vais pas m'engager dans ce terrain-là. Mais en tous les cas, tout ce qu'on a essayé de faire en sorte, on n'a eu que des refus. En l'occurrence, ça fait 3 ans qu'on attend un local. Ça va faire 3 ans au mois d'avril. Il n'y a aucune association sur la ville d'Aulnay-sous-Bois qui fait ce qu'on a fait nous. Et en l'occurrence, on n'a toujours rien. Même pas un lieu pour pouvoir accueillir les parents qui ont besoin de renseignements,
On fait tout de chez moi. Mon imprimante, mon téléphone, etc., c'est chez moi. Je peux recevoir personne. Je suis désolée. Donc là aussi, c'est un frein. On ne peut pas être structuré si on n'a pas d'endroit. Je suis Voilà. complètement d'accord. Et pour aller dans ton sens, Rama, on en a peu parlé ce soir. Moi, je le vois, pour avoir échangé avec beaucoup d'agents communaux, notamment les salariés qui sont confrontés à cela, les malentendants, les malvoyants, qui à ce jour ne Oui, si. disposent pas de masques inclusifs. Inclusif. Je Exactement. trouve que c'est scandaleux. On ne peut pas à un moment Non. donné dire qu'on est pour l'inclusion, etc. Lorsqu'on a des agents communaux qui assurent un service public, qui ne sont pas en capacité d'avoir des masques inclusifs. Pareil, j'ai eu ce débat-là en conseil d'école avec les directeurs d'école qui nous disent que les enseignants, bah, à un moment donné, quand tu as des CP, des CE1, bah, quand tu travailles les syllabes, il faut bien qu'ils voient tes lèvres et ta bouche. Et Et les donc, AESH aussi, parce que la ça, ville on l'a pas. a offert aux directeurs et aux directrices d'établissements ainsi qu'aux enseignants et enseignants d'école des masques. Déjà, les AESH, pour eux, n'existent pas. Donc, je n'ai pas compris. Elles accompagnent les élèves, elles font partie intégrante de l'équipe éducative. Ça, c'est la première des choses. On a demandé à ce que leur soient fournis des masques justement inclusifs, dits transparents, pour que justement l'élève qui n'est pas verbal ou qui comprend peu les consignes puisse lire sur les lèvres. En l'occurrence, il n'y a rien, mais rien, ou sauf, qui n'est fait dans cette ville pour accueillir convenablement nos enfants. Donc, je ne sais pas si après, il faut aller demander au département, Madame Thibault, ah oui, aussi, on avait demandé une aire de jeu inclusive sur la ville. On nous avait dit, vous inquiétez pas, il y a l'espace Jules Verne qui est totalement inclusif. On arrive à l'espace Jules Verne, il y a des jeux, mais qui ne sont pas du tout inclusifs. Où va être cette aire de jeu inclusive qui était prévue depuis bien longtemps? Ça aussi, on l'a demandé pour les enfants qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas aller sur une balançoire, etc. Ça aussi, c'est frustrant pour des parents de voir des enfants jouer et que leur enfant est là, comme ça, inerte, il ne peut pas aller s'amuser au même titre que les autres enfants. Voilà, encore des inégalités. En tant que parents, on le voit quotidiennement. Et Claude, justement, sur notamment les travailleurs, les personnes en situation de handicap que tu gères avec ton association, est-ce que sur le lieu de travail, cette question notamment des masques inclusifs, cette question de la prise en compte de leur handicap est réelle et vraiment mise en pratique concrète? Moi, je ne peux pas te répondre sur ce point précis parce que, comme je l'ai précisé, les handicapés qui sont dans les établissements dont je m'occupe, c'est du déficit mental. Donc, il n'y a pas ces problèmes spécifiques. Mais ce que je crois, c'est que les questions qu'on a évoquées ce soir, il faut les voir à plusieurs niveaux. Il est indispensable qu'il y ait les témoignages directs des parents, des aidants, parce que c'est eux qui le vivent. Mais de notre côté, et ça peut s'adresser aux associations, ça peut s'adresser aux mairies, ça peut être très concret et très précis. C'est des témoignages vécus et qui appellent des solutions concrètes et parfois urgentes. Mais il y a aussi le problème plus général parce que l'accessibilité des transports, c'est un problème massif qui entraîne des sommes importantes. C'est au niveau du gouvernement, des orientations politiques et de la loi que ça se décide. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois, la majorité actuelle a voté un report des délais pour la mise en conformité des établissements publics permettant l'accessibilité aux handicapés. Donc, il ne faut pas seulement le témoignage, il faut le témoignage, mais il faut aussi convaincre autour de nous pour qu'il y ait des étapes de progrès. Alors, il y a encore énormément de choses insuffisantes, mais moi qui ai 86 ans et qui ai vécu le handicap depuis un demi-siècle et même plus, avec un handicapé à domicile, je sais qu'il y a eu des progrès. Il n'y en a pas assez, il en faut plus. Pour cela, il faut convaincre et il faut aussi qu'il y ait des décisions d'ensemble qui soient prises. L'éducation nationale, pourquoi on rejette quelquefois les handicapés qui devraient y être intégrés? Parce qu'il n'y a pas assez, il y a des classes surchargées, il n'y a pas assez d'auxiliaires de vie, et donc on se débarrasse de ce qui est le plus contraignant et le plus gênant. Dans le travail, c'est pareil. S'il y a moins de chômage, s'il y a une activité importante, on accueillera plus facilement des emplois particuliers réservés aux handicapés. Il faut aussi garantir un minimum vital à tout le monde.
la question d'un revenu minimal garanti par la loi, c'est une question dont on doit débattre et c'est une question éminemment politique. Alors moi, je suis engagé politiquement. Je trouve que la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Je trouve que la majorité actuelle, même si quelquefois il y a quelques progrès, ne fait pas assez en faveur des plus défavorisés et en particulier des handicapés. Et donc, je pense que, outre tous les témoignages que j'ai écoutés avec un intérêt qui était poignant, et je crois que la situation des autistes et la situation des handicapés en fauteuil sous deux angles différents sont extrêmement poignantes et inquiétantes, mais je crois que la question est essentiellement de savoir où on met l'argent, qui peut vivre dans des yachts et se préoccuper beaucoup d'aller faire du ski à Noël et qui est en train de crever la faim, quoi. Voilà. Excuse-moi d'être un peu caricatural, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, mais tu as entièrement raison. Bah oui, de prendre une cause telle que le handicap pour en faire une campagne électorale, je suis désolée, c'est juste abject. Ça, par contre, je suis désolée. C'est soit on prend la cause à bras le corps et on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, ou soit on se tait, on ne fait pas des promesses en l'air. Il y a des parents qui attendent derrière. Ça, je suis d'accord. Ah oui, non, mais je n'ai pas remis en cause, monsieur, bien sûr, je sais. Non, c'est juste que quoi? C'est juste qu'il y a des parents qui attendent énormément, ne serait-ce qu'au niveau déjà local, beaucoup de choses qui ont dit qu'ils allaient mettre en place, notamment l'inclusion des enfants dans les clubs sportifs. Ça n'a pas été fait, c'est juste minime, hein. C'est une goutte d'eau, hein. Ce n'est absolument rien, sachant que la loi prévoit normalement que nos enfants puissent intégrer les clubs sportifs. En l'occurrence, dans le papier, c'est bien, mais dans les faits, c'est autre chose. Les clubs sportifs, ils vont mourir là, parce qu'ils ont, à cause de la manière dont a été gérée la crise du virus, ils vont plus avoir d'argent, ils vont crever. Donc, ils n'accueilleront ni plus les handicapés. Non, il ne faut pas leur souhaiter ça. Ils n'accueilleront plus personne. Non, faut pas leur souhaiter, ça. Moi, je leur demanderais, s'il y en a qui nous écoutent ou qui par la suite vont nous écouter, j'aimerais juste que les enfants puissent essayer, notamment voire 2 séances, pour voir s'ils peuvent justement participer aux cours qu'ils proposent et non pas directement d'être réfractaires. J'approuve tout à fait votre démarche et je crois qu'elle est nécessaire, mais elle n'est qu'une partie de la réponse. Il y a la démarche de ceux qui subissent le handicap parce qu'ils sont parents, aidants, etc. Et puis, il y a les problèmes généraux et qu'il faut aussi traiter parce que en l'occurrence, je ne dirais même pas que je subis, monsieur, parce que c'est mon enfant, je l'aime, il est venu au monde comme ça et du coup, on est baigné dedans directement. Donc, pour moi, on m'arrête dans la... J'ai le mien handicapé qui est à 2 mètres de moi dans le fauteuil et qui écoute. Donc, je vis aussi. Moi, mon fils est parti de rien du tout, c'est-à-dire d'un enfant qui n'était pas verbal, a devenu verbal. On s'arrête, on me dit, madame, bravo. Mais en réalité, il n'y a pas de bravo. Parce que quoi? Parce que c'est notre rôle en tant que déjà parents, en tant qu'aidants, en tant qu'accompagnants de nos enfants. Vous voyez que quand moi, on me refuse quelque part mon fils, je cogne dans toutes les portes. Et je vous comprends, et vous avez raison. On m'a refusé le centre de loisirs pour mon fils. J'ai dit, je ne bougerai pas d'ici, madame, parce que mon fils a le droit d'aller au centre. C'est soit vous allez m'écrire noir sur blanc pourquoi ce refus d'inscription, ou soit vous inscrivez mon fils. La réponse a été telle qu'on inscrit l'enfant, parce qu'on ne peut pas se baser une discrimination sur le handicap. Je suis désolée, c'est puni par la loi. Donc, l'enfant a le droit d'aller au centre de loisirs. Maman, tu fais bien de ne pas lâcher l'affaire, comme tu le disais tout à l'heure, sauf qu'à un moment donné, tu as l'impression de te bagarrer sans cesse. Oui, et surtout, on se fait passer pour des folles. Enfin, des personnes qui criaient tout le temps, enfin, des gens qui n'en ont jamais assez. Et en réalité, parce que c'est un combat perpétuel. Je suis désolée, vous prenez des parents d'enfants neurotypiques qui n'ont rien, ils n'ont pas les mêmes choses que nous. Nous, nos enfants sont refusés partout. Ce sont les enfants, ce sont nos chairs, ce sont nos êtres. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, rien que ça, en tant que parent, on a du mal déjà à l'accepter. Hormis tout le fait, non, pourquoi moi, mon fils, il ne peut pas aller au sport? Il est valide. Hein? Regardez, Rafik, en fauteuil, il arrive à faire du sport. Mais il est champion du monde. En plus, voilà. On parle d'enfants TSA, encore une fois. Les enfants TSA ne sont pas des handicapés mentaux.
C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est un trouble neurodéveloppemental. Vous avez différents degrés de TSA. Donc, automatiquement, il n'y a pas forcément une déficience. Après, vous avez du TDAH associé, vous avez du 10 associé, etc., des troubles de l'oralité. Ça fait partie peut-être du TSA ou pas. Mais on essaye. Voilà. Je demande juste à ce qu'on essaye. C'est tout. Complètement d'accord. Donc, avant de passer, juste, je vais passer la parole à Rafik qui voulait dire quelques mots là-dessus. Et profitez-en, parce qu'on va passer à la conclusion. Je souhaiterais que chacun des intervenants qu'on sorte avec 2 propositions. Et pour répondre au titre de ce débat, comment agir en faveur de l'inclusion à Aulnay, en Seine-Saint-Denis et au département, concrètement, avec tous les débats riches qu'on a pu avoir, qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place demain, dans quelques mois, l'année prochaine, pour qu'on puisse avancer sensiblement sur ces questions-là. Donc, Rafik, tu as la parole et ensuite, on commencera par Magali, Claude et on finira par Ama. Alors, si je peux me permettre, déjà, je vais commencer par dire que cet été, j'ai fait une campagne de JC Déco qui était les aidants aidés. Donc, en fait, c'est clairement, comme disait Madame Rama, que aujourd'hui, on se retrouve à aider une personne en situation de handicap, mais nous qui nous aide. C'est un peu le message. Et en fait, moi, c'est le message que je voulais faire passer. Moi, aujourd'hui, je me retrouve à être aidé par mes sœurs, par mes frères, par mes amis, par des proches. Mais si demain, eux tombent malades, c'est qui va les aider? Donc ça, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer déjà pour dire clairement qu'on a besoin de soutien pour tout le monde, pour les personnes en situation de handicap, pour les aidants aussi. Et de ne pas lâcher l'affaire parce que c'est un combat de tous les jours. C'est un combat qui va durer et qui est dur à porter. Je prends toujours cet exemple-là. Je soulève 200 kilos, mais le poids qui est sur mes épaules est plus de 200 kilos. Donc, c'est vrai qu'on voit tellement d'inégalités, on voit tellement de choses autour de nous, on voit tellement de personnes qui souffrent. Je pense qu'aujourd'hui, si on est solidaire, si on est la main dans la main et puis voilà, et d'avoir ces projets en tête, et de pouvoir aussi les exposer sur des lives comme ça et d'avoir des acteurs comme toi que je remercie ce soir parce que c'est vrai que sans toi, on n'aurait pas pu faire ce live-là, mais de pouvoir en faire régulièrement et avec d'autres personnes, d'autres célébrités, des vrais acteurs. Et il ne faut pas que ce soit que des paroles. En fait, moi, ce que je vous invite à faire ce soir, et je prends l'initiative parce que je le ferai aussi, c'est que ce live-là soit partagé sur tous les réseaux. Pourquoi? Parce que le message qu'on doit faire passer aujourd'hui, ce n'est pas simplement de la communication, non. C'est un ras-le-bol, c'est un malaise, c'est un moment où tout stagne, parce que clairement, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'un enfant handicapé ne peut pas faire du sport, qu'une personne en situation de handicap ne peut pas aller travailler sereinement, qu'on ne peut pas vivre paisiblement, qu'on doit toujours penser à demain, à ce qu'on arrivera à payer ses factures. Et aujourd'hui, de pouvoir enfin respirer un peu et de se dire que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul et que main dans la main, on arrivera à pousser ces portes-là. Merci beaucoup, Rafik. Magali, donc pour conclure cela, quelques propositions à sortir de ce débat-là et une impression. Alors, déjà, merci pour l'organisation de ce débat et ces échanges très, très riches et ces témoignages. Alors, quelques idées. Moi, je vais vous dire que je vais m'attacher à continuer les engagements qu'on a pris à travers la politique départementale, notamment sur la question, la réduction des délais, de multiplier la mise en place des permanences de la MDPH dans les différentes villes, et puis de tout faire pour rattraper effectivement ce déficit d'offres et de places sur la Seine-Saint-Denis, pour des compétences qui nous sont propres, et par contre de faire remonter effectivement ce manque de moyens et la difficulté qui sont rencontrées par bon nombre de familles, notamment à mes autres interlocuteurs, notamment des services de l'État.
Sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, moi, je vous encourage vraiment à porter cette question de l'aménagement urbain, la question de l'accessibilité universelle dans la construction soit des nouveaux, soit des quartiers en rénovation urbaine. Et puis, et vous pouvez compter sur moi aussi pour accompagner et reprendre contact avec la ville d'Aulnay sur tout ce qui est lié à l'inclusion des personnes en situation de handicap par le sport pour aussi, s'il le faut, accompagner la ville dans la formation de leurs services municipaux, notamment des clubs sportifs, puisqu'on veut créer des clubs para-accueillants aussi pour les Jeux 2024. Et puis, je vous dis aussi, voilà, je me mets à votre disponibilité. Youssouf, tu as mes coordonnées. Voilà, pour recréer des moments de rencontre. S'il y a des problématiques particulières sur certains dossiers, voilà, n'hésitez pas à me solliciter pour qu'on puisse intervenir et qu'on règle surtout les urgences et faciliter la vie aux familles et aux enfants. Merci en tout cas. Merci beaucoup Magali d'avoir déjà accepté de témoigner et d'être présente ce soir. Et il est vrai que Magali, à chaque fois qu'elle fut sollicitée dans ses compétences au département, elle a toujours su être au rendez-vous. Et donc, je t'en remercie ce soir. Et naturellement, on s'appuiera à la fois sur tes compétences, sur tout le travail que tu as pu entreprendre jusqu'à maintenant au département. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour ce département et tout ce que tu as pu faire pour cette ville. Claude. Moi, je serai très bref. Merci à tous. Bon courage. Continuez à témoigner et à aider. Continuons le combat. C'est une leçon de vie. Merci, Claude. Rama et Memouna. Déjà, merci Youssouf de nous avoir invités. Merci pour ce débat, ces échanges très constructifs. Merci aux intervenants aussi. Je conclurai par les personnes concernées par le handicap. Engagez-vous politiquement. Je pense que là, peut-être que les choses bougeront, parce que je crois que quand on est vraiment concerné, on peut faire bouger les choses, par Madame Cluzel, où sa fille est dans les cuisines de l'Élysée, mais d'autres attendent des places pour travailler. 2 poids, 2 mesures. Donc, voilà, moi, je terminerai par ça. En tous les cas, si Aulnay peut devenir une ville inclusive, ce serait le top. En l'occurrence, on attend et on rêve. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot, Memouna? Memouna? Non, big up, on va continuer. Merci à Madame Thibault pour sa proposition, parce que je voulais mettre une petite aparté, parce que quand un dossier vient d'être instruit en MDPH, c'est-à-dire un diagnostic vient d'être posé pour un enfant, un dossier qui met 1 an, en attendant, l'enfant n'a aucune prise en charge. Donc, comment on pourrait pallier à justement ce manque par rapport à l'attente du traitement du dossier? Écoutez, je vais vous proposer un rendez-vous et puis on va pouvoir échanger. C'est pas pour moi je parle en général parce que… Oui, non, mais oui. Vous faites partie des parents et puis surtout, vous avez une association dans ce domaine. Donc, moi, je reçois les associations du département qui œuvrent dans ce domaine. Ça permet aussi de faire avancer les choses, de revoir certains fonctionnements et modalités aussi de la MDPH. Donc, avec grand plaisir. Super. Ok, avec plaisir. Merci beaucoup en tous les cas. Ce débat, c'est vraiment une première étape là-dessus. Donc, nous, on essaie justement… donc, on a trouvé cette formule à cause du confinement. On aurait aimé se voir en visu pour organiser ça. On espère pouvoir le faire l'année prochaine. Mais en tout cas, à travers le journal qu'on a pu sortir hier, on va essayer de vous informer régulièrement de nos actions, faire en sorte que les Aulnaysiens se saisissent de l'ensemble des sujets. Il faut que la voix de chacun puisse compter et être portée. Et donc, vous pouvez compter à la fois sur Cara Kassouri, Alain Médreau, Fleury Drieux et moi-même. Nous serons à vos côtés. Merci Youssouf. En tout cas, merci Youssouf. Ouais. Et à Rafik. C'est pas que merci Youssouf, parce que c'est toute une équipe. Merci à tous. Merci à Aulnay en commun. Je ne pensais pas remercier Aulnay en commun, sincèrement, un jour dans ma vie. Je m'en excuse. Pas de souci. C'est un plaisir et on est là pour les Aulnaysiens. Ouais, franchement, merci. Et puis, c'est un plaisir. Et j'espère vous retrouver les uns les autres. Encore une fois, un grand merci à vous tous et à vous toutes pour avoir accepté de passer cette soirée avec nous. Il nous faut un conseiller départemental qui pourra sincèrement porter la voix du handicap au niveau notamment du département. C'est-à-dire, on compte vraiment sur un conseiller au niveau de la ville d'Aulnay qui ne nous oubliera pas cette fois-là
sincèrement, et qui pourra porter notre voix au département. Malgré qu'on a déjà aussi une conseillère, enfin une vice-présidente du département, conseillère des personnes en situation de handicap. Mais à Aulnay, comme ça, on est sûr que quelqu'un de vrai pourra nous soutenir réellement dans ce combat. On a entendu le message. On a besoin de quelqu'un pour donner de la force à Magali et on va s'y atteler pour qu'on puisse donner cette force-là et que cette thématique-là soit vraiment, vraiment une priorité et qu'on puisse avancer là-dessus. Mais en tout cas, si une chose est sûre, ce n'est pas la dernière fois qu'on sera amené à parler de ces sujets, c'est le début du commencement. Donc, merci beaucoup. à toutes. Merci, bonne soirée. Au revoir. Et à très bientôt. Bonne soirée, Bonne soirée. au revoir. Merci, Bonne au soirée. revoir. Bonne soirée.